Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 décembre et je reviens pour le point sur mes 10 meilleures lectures de l'année 2025. C'est une vidéo que j'adore faire chaque année, donc c'est un peu la fête. Je suis revenue hier de mon petit périple familial noélique et dès ce matin, j'ai pris un grand plaisir à farfouiller dans tous mes livres lus, à sélectionner celles qui me restent le plus en tête et à affiner mon tri pour ne garder que les 10 qui m'ont le plus plu et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et je les présente sans aucun ordre de préférence, ce sont vraiment mes 10 meilleures lectures de l'année 2025. Alors je vais commencer tout de suite avec ce roman coréen de Lee Sung-woo que j'avais déjà lu. J'avais lu de cet auteur coréen que j'aime beaucoup, La vie rêvée des plantes, et un autre dont je me souviens plus du titre. En tout cas, Ici comme ailleurs est un roman que j'ai adoré. Le personnage principal, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui va se retrouver muté dans une petite ville de montagne à l'ouest de Séoul. Il va arriver dans cette ville complètement enclavée dans la montagne, qui est soumise à un vent permanent qui charrie énormément de poussière. Une ambiance un petit peu glauque avec des bâtiments très délabrés, des gens très très peu accueillants. Et il va lui arriver des trucs super étranges. Déjà, le bureau dans lequel il doit se rendre pour remplacer la personne qu'il doit remplacer en fait, est très difficile à trouver. Le responsable qu'il doit remplacer est introuvable. Et pire, personne ne semble connaître ce bureau-là et cet homme qui était censé y travailler. Ça pose souci parce que il comptait le trouver pour échanger sur le job et puis aussi pour se loger. Donc là, il est un petit peu démuni. Il va trouver refuge dans une petite auberge de montagne, une auberge très vieillotte, très vétuste, où la nuit, il aperçoit une étrange petite lumière qui flotte sur les sommets des montagnes. Il va croiser plein de gens très louches, il va lui arriver plein de trucs très glauques, et il va ressortir dépouillé de tout ça dans la plus totale déchéance et va se retrouver à errer sur les routes autour de la ville. Et lorsqu'il va apprendre que d'autres gens comme lui ont tout perdu en arrivant dans cette ville et qu'ils ont fait le choix de disparaître, eh bien il va décider de partir à la recherche de ces personnes qui ont voulu disparaître, pour s'en remettre à eux, s'en remettre à elles plutôt. Et il va découvrir tout un monde et des personnages et des habitudes extrêmement surprenants. J'en dis pas plus, c'était génial, c'était étrange comme j'aime, très angoissant, avec une intrigue vraiment palpitante qui mêle, on va dire, le fantastique, une petite touche de fantastique et de spiritualité. C'était génial, l'histoire est super originale, avec des allures de dystopie, et ça traite de la disparition, de la mort, mais aussi d'écologie. La plume, elle est limpide, très pleine d'onirisme, on va dire. Enfin voilà, c'était vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas cet auteur coréen, Lee Sung-woo, je recommande vraiment. Alors, le second roman qui fait partie de mes 10 meilleures lectures de cette année 2025, c'est Ouris de Kamel Daoud, ce roman avait reçu le prix Goncourt en 2024. C'est un roman qui m'a envoûtée par sa plume très riche et absolument magnifique, et en même temps, c'est un roman qui m'a horrifiée par son histoire particulièrement atroce. Alors, Kamel Daoud, il revient en fait par son histoire sur la décennie noire d'Algérie, c'est-à-dire 92 à 2002, et il va raconter l'histoire d'une jeune femme rescapée d'un massacre perpétré par les islamistes dans le hameau de montagne où elle vivait. Elle est la seule rescapée de sa famille, elle est restée muette
parce qu'elle a une large cicatrice au niveau de la gorge. Cet enfant sera adopté par une femme avocate, donc elle va vivre à la ville. C'est une gamine et aussi sa mère adoptive qui sont très mal vues par la population actuelle. L'histoire se passe à l'heure actuelle parce qu'elles sont toutes les deux laïques. On va suivre cet enfant qui va devenir une jeune femme. Au moment de l'histoire, elle est une jeune femme, elle s'interroge sur le silence autour de cette guerre civile. Elle sait très bien ce qui lui est arrivé, le meurtre de sa famille et pourquoi elle est muette. Elle cherche à comprendre, elle provoque pas mal, notamment les personnes croyantes, très pratiquantes. Il va lui arriver plein de trucs et elle va rencontrer d'autres personnes qui ont vécu à peu près des faits similaires. Elle s'interroge, elle veut comprendre parce qu'en fait elle est enceinte et elle ne l'a dit pour l'instant à personne. Elle ne sait pas si elle doit garder l'enfant et en fait sa peur c'est que cet enfant soit une fille et elle refuse de donner la vie à une fille dans un pays aussi violent pour les femmes. C'est un roman très dur, on n'est pas épargné en matière d'horreur, de barbarie et aussi en matière d'exploitation de la femme, mais c'est aussi un livre magnifique qui met en avant ceux qui ont pu être résilients, qui s'adaptent, qui continuent et qui se reconstruisent comme ils le peuvent malgré l'horreur. La narration, elle est parfaite. C'était une découverte pour moi, la plume de Kamel Daoud, mais j'ai vraiment adoré son écriture. C'est magnifique, très lyrique, très spontané, pas lourd du tout. Vraiment une très très belle écriture qui a su rendre lumineuse cette histoire en fait extrêmement sombre et très triste. Voilà, c'est un roman très particulier. Moi j'ai aimé me plonger dans cette histoire particulière de l'Algérie entre ces 10 années très difficiles entre 92 et 2002 et j'ai été subjuguée par la plume de Kamel Daoud. Voilà pour ce second roman. Le troisième roman cette année, j'ai également beaucoup apprécié Dacier de Sylvia Avalone. Sylvia Avalone que j'ai rencontrée grâce à Marie. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai rencontré grâce à Marie la littérature italienne à laquelle je ne connaissais absolument rien. Donc ça, c'était vraiment un truc super sur 2025 puisque Marie organise chaque année un challenge. Je ne sais plus si c'est le mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Autour de la littérature italienne et vraiment j'ai fait de très chouettes découvertes sur cette littérature et notamment de Sylvia Avalone, Dacier. J'en ai lu d'autres d'elle depuis, mais Dacier m'a particulièrement marqué. C'est un roman de 2010 et on va suivre deux adolescentes, Anna et Francesca, deux filles absolument superbes. Tous les hommes, tous les garçons les regardent. Ce sont un petit peu les petites reines de la ville en bord de mer où elles vivent. Et c'est une ville qui est très industrielle, qui ne vit que grâce... l'employeur principal, c'est la grosse aciérie de la ville. Et c'est une industrie, cette industrie de l'acier qui, on le sent bien, commence à décliner. Les emplois se font de plus en plus rares. Et ensemble, les deux jeunes filles, Anna et Francesca, vont jouer de leur beauté éclatante. Elles vont rêver d'évasion et elles vont parier sur une amitié inconditionnelle pour se sortir de cet endroit, de cette ville industrielle où il n'y a aucun avenir et pour s'en imaginer un autre bien plus prestigieux. C'est un roman social, j'adore les romans sociaux, c'est très rugueux, c'est très vrai, c'est poignant, les personnages sont solaires, les deux jeunes filles et aussi tous les personnages sont très vrais, dégagent beaucoup d'énergie. C'est aussi un roman initiatique avec une découverte de la sexualité, de la vie affective pour ces deux jeunes filles. Voilà, l'histoire est très belle, hein, sur tout ce qui arrive à ces deux jeunes filles et à leur famille. Ça vaut le coup de découvrir leur histoire. L'écriture de Sylvia Avalone, elle est très belle, elle est limpide,
Elle est riche, elle est extrêmement sensuelle. Elle fait juste, elle raconte la vie en fait, la vraie vie. C'est du roman social, noir, hein. Elle n'épargne pas les choses difficiles de ses personnages et ça, les romans sociaux, noirs, ce sont mes romans préférés. Ceux qui racontent la vraie vie, sans aucune condescendance, sans volonté de faire pleurer, le lecteur. Voilà, c'est un roman duquel il ne ressort ni espoir ni désespoir, juste la vie, juste l'amour, la lumière aussi. C'était juste excellent et ça m'a fait beaucoup penser au réalisateur anglais que j'aime beaucoup, Ken Loach. Voilà, ça, c'est un peu dans la même trempe que les films de Ken Loach, les romans de Sylvia Avalone. Et je recommande vivement, et il m'en reste quelques-uns dans ma pile à lire, donc je me les garde pour le challenge lire des auteurs italiens de Marie au printemps prochain. J'ai également adoré cette année, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. C'est ce roman argentin, Les Domestiques, de Gustavo Bosser, donc un roman pas tout jeune, de 2001. Un grand merci encore à Catherine qui en commentaire m'avait recommandé ce titre. Dans ce roman absolument terrifiant, on va suivre un couple de retraités qui s'est installé dans une petite maison isolée dans les collines, en pleine campagne argentine. Et puis ils profitent, enfin c'est un couple très très sympa, très gentil, ils profitent l'un de l'autre, ils profitent de la nature, de leur temps libre, après une vie assez riche à la ville. Ils sont assez solitaires, ils vont très rarement au village qui est à quelques kilomètres de là, une vingtaine de kilomètres. Ils y vont juste pour les courses et puis rencontrer, enfin avoir quelques contacts sociaux à l'église ou au bar. Ils ont pour principal lien leur fils adoptif qu'il vit très 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 loin, qui vient leur rendre visite qu'une fois par an et avec qui ils échangent juste des courriers. Enfin, ils sont très très solitaires. Un jour va se présenter chez ce couple un jeune couple très sympathique qui leur dit qu'il est venu pour faire suite à l'offre d'emploi de domestique. Alors le couple de personnes retraitées, ils comprennent pas trop parce ils n'ont pas publié d'offre et ils pensent que c'est une erreur, mais ceci dit, il est assez tard le soir et il leur propose avant de repartir le lendemain matin, de rester passer la nuit et de repartir le lendemain matin, sauf que le lendemain matin, ce jeune couple a déjà endossé son costume de domestique et se met au service du couple de retraités, avec un service absolument impeccable, irréprochable, et puis, sans trop se poser de questions, le couple de retraités décide de les embaucher, et voilà, au bout d'un certain temps, le couple de domestiques va, ceci dit, changer complètement d'attitude, et peu à peu, c'est le couple de retraités qui va devenir les domestiques de ce jeune couple, et ils vont ces retraités se retrouver piégés dans leur propre maison. C'était un roman super angoissant. L'emprise du couple sur les retraités va de plus en plus crescendo. Les pressions et humiliations psychologiques sont de plus en plus fortes. Ce qui était super intéressant, c'est l'évolution psychique et physique de ce couple, qui était intéressante, même si très difficile. Et on se demande comment va se terminer cette histoire. Et voilà, et quel est le problème de ce couple, avec pourquoi ils sont arrivés ici. En fait, il y a tout un suspense autour de ça. Suspense qui était très bon. L'horreur de la situation, elle est renforcée, et c'est ce qui fait tout le charme du bouquin. C'est que c'est absolument horrible, mais le tout sous une plume très jolie, très bucolique, très poétique. Ça décuple l'horreur de la situation. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est la fin complètement inattendue et absolument géniale, mais je n'en dis pas plus. Je recommande vivement Les Domestiques de Gustavo Bosser. Je vais boire un petit coup d'eau. Cette année, j'ai adoré également Seul dans Berlin de Hans Fallada. C'est un classique de la littérature allemande. Je ne connaissais absolument pas Hans Fallada. Je ne connaissais absolument pas ce titre, et je remercie Pam de la chaîne Pam au Japon de me l'avoir fait découvrir, puisqu'elle en avait parlé dans un de ses points lecture.
et j'avais eu très très envie de lire et au final c'est un coup de cœur. Donc on est plongé dans la vie quotidienne des habitants de Berlin durant le nazisme. Des habitants qui sont contraints de se plier, d'accepter des postes pour l'industrie de la guerre, d'accepter la faim, d'accepter le manque de tout. C'est un monde où règne la méfiance et la délation, donc déjà c'est glaçant, c'est d'autant plus glaçant que Hans Fallada raconte ce qu'il a lui-même vécu au moment du nazisme. L'histoire, c'est en fait un long jeu de chat et de la souris en fait qui va se mettre en place entre un couple, les Kangel, un couple assez âgé qui décide d'entrer dans une résistance assez douce et particulière, mais tout de même de la résistance. Donc entre ce couple, un jeu du chat et de la souris, entre ce couple et la Gestapo. Et on va suivre la longue descente aux enfers de ce couple, tout ce qu'ils vont vivre d'atrocités et de violence à la fin de leur... Enfin, surtout sur la fin, avec plein d'aventures avant, voire même parfois même des aventures qui sont, comment dire, un peu désopilantes. C'est ce qui fait le charme du roman, malgré toute cette violence et toute cette horreur, il y a quand même pas mal d'humour. On va suivre ce couple, on va le voir déployer toute sa dignité, tout son courage. On va suivre, et c'est super intéressant, les rencontres qu'ils vont faire et les réflexions qu'ils pourront, les introspections qu'ils vont se faire durant leur enfer. L'histoire est bien menée, la plume est riche, fluide, pas du tout vieillotte. Les personnages sont très fouillés, très complexes. Tout en finesse, l'auteur arrive à nous parler de la lâcheté humaine et il aussi nous fait prendre conscience de la profondeur du terme résister et de toute l'abnégation de soi, de la douleur physique ou psychique ou les deux que ce terme résister peut impliquer, mais aussi il nous fait prendre conscience de tout l'amour de l'humanité que ce terme exige. J'ai trouvé que c'était un roman essentiel sur l'absurdité de la guerre, sur les atrocités, mais aussi sur le courage dont est capable l'être humain. Voilà, j'ai trouvé que c'était en fait excellent du point de vue psychologique. Et voilà, c'est vrai qu'il va devenir une pépite de ma bibliothèque, comme tous les romans que je suis en train de vous présenter. J'ai également mis dans mes 10 meilleures lectures de cette année 2025 le roman Corps et âme dont j'ai parlé il y a très peu de temps, un roman que Marjolaine, de la chaîne Marjolaine Desjonquers, m'avait fait découvrir. Et c'est génial, j'adore découvrir des romans grâce à vous, soit en commentaire ou soit grâce à certaines chaînes. Je vais en reparler rapidement. C'est Corps et âme, c'est un roman américain de 1993. On va suivre l'histoire d'un petit garçon pauvre qui vit à New York dans les années 40, qui est élevé, donc il n'a pas de père, il est élevé par sa mère qui est chauffeur de taxi. Et ce petit garçon va devenir l'un des pianistes les plus connus et les plus recherchés au monde. Voilà, c'est une histoire de vie, l'histoire de ce pianiste. L'histoire et les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, sont tous très intéressants. Mais ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est que Frank Conroy, il a mis en place un univers vraiment passionnant. Il nous plonge dans le macartisme, avec beaucoup de mystères autour des activités de la mère de Claude, qui est le personnage principal, le petit garçon qui deviendra pianiste. L'auteur nous fait également nous promener dans une ville, New York, en pleine restructuration et redéveloppement urbain. Il traite aussi de la confrontation des classes sociales, il traite de ségrégation raciale, et puis surtout, on est plongé dans le monde de la musique, les instruments de musique, les grands maîtres, les salles de concert. La musique prend beaucoup de place, le rythme, sa poésie, c'est décrit de façon très belle. Il y a plein de références de titres de musique classique ou de jazz. Et ce roman, en plus d'une histoire passionnante, est un vrai bain musical.
Tout cet univers est très bien développé et bah, moi l'histoire de Claude plus cet univers, j'étais complètement addict à ce roman. Voilà, donc c'est un roman que j'ai trouvé très beau et qui relève l'exploit de mettre la musique quasiment au même niveau que le personnage principal. Et ça, j'ai trouvé ça super original et réussi vraiment. Je pense que c'est un roman que tous les passionnés de musique devraient avoir lu et je pense que personne n'en ressortira déçu. C'est très immersif en termes musical. Autre roman que j'ai mis dans ces 10 meilleures lectures de l'année, il s'agit d'un autre roman italien de Paolo Cognetti, Le Garçon sauvage, roman que j'ai découvert à l'occasion du challenge organisé par Marie sur la lire des auteurs italiens. Alors, Le Garçon sauvage, gros coup de cœur, c'est l'histoire d'un homme qui décide de passer quelques mois dans les montagnes italiennes, un petit peu loin de l'agitation de la ville parce qu'il commence à étouffer à la ville. Il est écrivain et trop de sollicitations à la ville, il n'arrivait plus à écrire. Donc il s'isole dans les montagnes, dans un petit chalet de montagne, et on va suivre ses pensées, ses souvenirs et ses émotions tandis qu'il se balade, tandis qu'il admire la vie sauvage, qu'il bivouaque sur les sommets, qu'il se réchauffe et se prépare des petits plats simples avec tout ce qu'il a sous la main, des repas très frugaux qui, en fait, sous la plume de Paolo Cognetti, deviennent de vrais festins. Ce personnage va sympathiser un petit peu avec les très rares habitants de ces hameaux un peu délabrés de haute montagne, des endroits qui sont désertés depuis très longtemps, où les gens ne viennent que l'été, en fait. Donc il va croiser là pas mal de bergers ou des personnes un peu marginales. Et puis, c'est une quête personnelle, il va se découvrir lui-même, se confronter à la beauté de la nature, à sa propre solitude, à ses doutes, se recentrer sur l'essentiel, nettoyer un peu ses blessures et aussi découvrir ce que signifie la totale liberté. La plume est très belle, très simple, très poétique. C'est un texte très prenant, très humain et que j'ai trouvé très intelligent sur l'importance des choses simples, sur les bénéfices de l'observation de la nature, sur l'importance de savoir se retrouver seul, de savoir ralentir, voilà, de se retrouver soi-même pour pouvoir vraiment s'ouvrir à l'autre. Et voilà, c'est un roman très introspectif et presque philosophique qui m'a vraiment scotché et que je relirai sans doute. Dans mes 10 meilleures lectures de l'année, il y a Beloved de Toni Morrison, qui traînait dans ma pile à lire depuis pas mal de temps et que j'ai lu en lecture commune avec Olivia. C'est un roman initialement paru en 1987. C'était le deuxième roman que je lisais de Toni Morrison et je compte en 2026 en lire, enfin voilà, je compte lire, peut-être pas en 2026 tous ses bouquins, mais en relire, enfin arriver peu à peu à avoir lu toute sa bibliographie, pardon. Alors ce roman, il est paru en 1987 et il va raconter l'histoire d'une femme, Seth, c'est son prénom, qui est une ancienne esclave, qui qui s'en est sortie, qui travaille dans un restaurant et qui élève seule sa jeune fille adolescente. Toutes les deux vivent dans une petite maison. Dans cette petite maison se passent régulièrement des choses très étranges. Les meubles se mettent à trembler, les miroirs peuvent se briser, et puis Seth et sa fille retrouvent parfois des empreintes de petites mains de bébé qui peuvent apparaître sur les surfaces. Autre chose étrange qui se passe, c'est qu'une jeune fille débarque dans leur vie, une jeune fille qui se nomme Beloved, et qui va s'installer dans la maison comme si elle faisait partie de la famille. Et puis un autre personnage débarque en ville, un ancien ami du temps de l'esclavage, un ancien ami de Seth, qui revient avec son lot de souvenirs et de questions.
Et on va suivre Seth qui va se confronter eh bien, à ses souvenirs douloureux qu'elle pensait avoir bien enfouis. Elle va se souvenir des traitements inhumains qu'elle a subis, sa fuite pour s'extraire de, 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 pour s'extraire de, je ne trouve plus mes mots, elle a fui l'esclavage en fait, je n'ai pas le mot, mais voilà, elle a fui. Elle a fui alors qu'elle était enceinte de Denver, dans des conditions extrêmement traumatisantes. On va raconter également, elle a eu des enfants qui lui ont été enlevés. Et puis, je ne spoil rien, c'est dit dès le début, elle a commis un infanticide sur le bébé lorsqu'elle est partie pour lui échapper à un destin de servitude. Donc on va suivre Seth qui va s'en sortir avec toute cette remontée de souvenirs. Et au fil de ses pensées, on découvre son histoire de vie extrêmement difficile. C'est d'autant plus difficile que Toni Morrison, c'est une histoire vraie, hein. Toni Morrison s'est inspirée d'une histoire réelle. Il y a beaucoup de scènes très violentes. J'ai dû plusieurs fois interrompre ma lecture, lire d'autres choses pour mieux y revenir plus tard. En plus de ça, la narration est très exigeante. C'est à nous de reconstituer les éléments, de recontextualiser en permanence. La plume, par contre, est très fluide, précise, très poétique, très belle. Elle contraste vraiment cette plume avec la violence des faits et avec les tourments de Seth, qui est un personnage que l'on voit peu à peu sombrer dans la folie. Enfin, on interroge, en tout cas, ça interroge sur la folie. Et cette question de la folie, j'ai adoré la manière dont Toni Morrison la traite avec de très très subtiles touches de fantastique. C'était super bien fait. C'est un roman très complexe et exigeant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte qu'en fait, ce roman m'avait complètement retourné et m'avait plu, qu'il était un chef-d'œuvre, je pense, puisque je pense que c'est un roman essentiel parce qu'il approche de très très près l'âme des personnes opprimées, parce qu'il traite de façon très fine des mécanismes de la mémoire des personnes traumatisées. Et c'était juste passionnant, ce roman Beloved de Toni Morrison. Je recommande, mais enfin voilà, faut le lire quand on est dans une... Faut pas le lire si on est un petit peu déprimé, quoi. Voilà, pour ce roman Toni Morrison, Beloved. Il reste 2 lectures à vous présenter. J'ai mis dans mes 10 meilleures lectures Araga de Boualem Sansal, un roman de 2005. Boualem Sansal, je le découvrais avec ce roman que j'ai beaucoup aimé. S'il atterrit là, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Boualem Sansal nous embarque dans le passé et dans le présent de son pays, l'Algérie, par le biais de la rencontre entre 2 femmes, Lamia, une femme médecin qui vit seule, et Sherifa, une très jeune femme très écervelée, qui arrive chez Lamia, on ne sait pas comment, elle arrive, enfin elles ne se connaissent pas, elle arrive, elle est enceinte, elle va un jour frapper à sa porte et on va découvrir les histoires de chacune de ces femmes et le lien qui va se tisser entre elles. Boualem Sansal, il met en place un super bon suspense sur ce qu'il va advenir de la jeune Sherifa, une jeune femme très très fougueuse qui n'a aucune conscience des dangers d'Alger et qui n'en fait qu'à sa tête. J'ai aimé l'ambiance de ce roman avec l'ambiance très très inquiétante dans la ville d'Alger qui est assiégée par une corruption très très forte. Enfin, c'est une ambiance très prenante, très angoissante. La langue est très belle, très riche, très malicieuse, il y a pas mal d'humour. J'ai aimé la plume de Boualem Sansal qui mélange le familier, le très familier avec du langage soutenu, qui est capable de nous faire des citations de la pop culture et en même temps des citations de littérature classique. J'ai aimé le mélange d'humour et de drame de ce roman et j'ai surtout beaucoup aimé le personnage de Lamia, une femme très cultivée, très intelligente, très indépendante, son humour et son spleen aussi, son caractère très affirmé, mélangé de plein de fragilité. Et j'ai aimé découvrir toute l'histoire de sa famille actuelle et aussi sur plusieurs générations.
J'ai vraiment apprécié Boilem sans sal et je compte pas m'arrêter là. D'ailleurs, en 2026, faut absolument que je me trouve un ou deux de ces romans en occasion pour continuer de le lire. Dernier roman de mes 10 meilleures lectures de cette année 2025. Il s'agit encore une fois d'un roman italien, La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Quelle merveille ce titre! C'était un vrai coup de cœur. On va suivre un vieil homme solitaire qui a choisi de vivre dans un hameau de montagne désert. Et voilà, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est tout seul, il vit dans ce petit hameau. On sait que c'est un choix, il n'a pas grand-chose pour vivre, il se débrouille avec ce qu'il y a autour de lui. Chaque nuit, il voit une toute petite lumière au loin, par la fenêtre de son petit chalet. Il voit cette petite lumière de l'autre côté de la vallée et il est très très intrigué parce qu'il pense être seul, il pense qu'il n'y a pas d'habitants dans ce coin-là. D'ailleurs, on se demande même s'il y a des habitants sur Terre dans la manière dont est écrit ce roman. Cet homme va être très intrigué et il va décider de découvrir, de partir en quête de savoir qui habite de l'autre côté de la vallée dans laquelle il loge. Et je n'en dis pas plus parce que c'est très court déjà, j'ai pas envie de dévoiler ce superbe roman, mais c'est une histoire extrêmement mystérieuse qui nous emporte dans des choses un peu au-delà du réel, avec une plume très poétique, captivante. Les thématiques sont autour de la solitude, de la mort. C'est un roman étrange, aux allures de conte, et je m'arrête là pour ne pas en dire plus, mais ça avait été un énorme coup de cœur, une super belle découverte. Antonio Moresco, La Petite Lumière. Voilà pour mes 10 meilleures lectures de l'année 2025. J'en suis absolument ravie parce que ce sont des lectures que je trouve très variées déjà par la nationalité des auteurs. J'ai pu lire des auteurs argentins, coréens, américains, allemands, italiens, maghrébins, dans toutes ces meilleures lectures. Et j'aime découvrir le monde par la littérature. Donc là, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie aussi des thématiques parce que vous avez vu dans ces romans, il y a pas mal de romans sociaux sur des fonds. Les romans sociaux, c'est mon genre préféré. Et là, sur des fonds aussi de thématiques qui m'intéressent beaucoup, de certains pans d'histoire, comme la désindustrialisation, la chasse aux sorcières aux États-Unis, le nazisme en Allemagne, l'esclavagisme aux États-Unis, ou la guerre civile algérienne, ou le colonialisme, des thématiques qui me passionnent, et j'aime lorsque les auteurs les abordent en profondeur par le vécu des personnages qu'ils mettent en scène. Il y a également pas mal de romans extrêmement étranges, frôlant le fantastique, sans pour autant être des romans de genre fantastique, mais qui effleurent ce genre, et ça c'est aussi un genre de littérature dont je raffole en fait. Donc voilà, je suis très contente de ces 10 meilleures lectures de l'année 2025. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé cette année 2025 parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions sur la chaîne et j'ai pu lire pas mal de recommandations que vous m'avez faites en commentaire. Certaines de ces recommandations font partie de mes meilleures lectures de l'année et je trouve ça génial parce que les échanges, les conseils, les recommandations, c'est exactement ce que je recherche sur cette chaîne et qu'ils ne viennent pas de moi mais aussi de vous. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. J'adore cette interaction qui est créée par cette chaîne et retrouver dans mes meilleures lectures de l'année des romans que vous avez pu me conseiller. Et ben ça, je trouve ça génial. Et j'en profite pour vous remercier encore une fois d'être là à m'écouter et aussi d'être là et de ne pas hésiter à interagir en commentaire. Enfin, c'est chouette et et ben voilà, il faut continuer comme ça en 2026. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'espère que ça va continuer.
sur cette longue vidéo qui m'a donné bien soif. Je vous souhaite une très très douce fin d'année 2025, une belle transition vers 2026 et je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, peut-être le week-end prochain, peut-être dimanche, comme d'habitude j'aime bien faire ça le dimanche, on verra bien en fonction de mes possibilités et ce sera de toute façon un point lecture. Bonne lecture, bonne fin d'année, profitez bien si vous avez la chance, comme moi, d'être en vacances pour transiter vers la nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt.